cette autre semaine sur les antennes d'Info Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h52. Trois sujets à l'ordre du jour. On le sait tous, depuis hier, le président de la République hors du Cameroun, à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping, Paul Biya, est donc du côté de Pékin. Une opportunité de revenir dans cette émission sur la coopération Cameroun-Chine. C'est le Cameroun qui gagne dans cette coopération qui date de Mathusalem. On va essayer d'éplucher un tout petit peu ce séjour du président. Qu'est-ce que ça peut apporter au Cameroun? Qu'est-ce que ça ne va pas apporter? Bien sûr, chacun ira de son regard. On parlera également de l'immigration. On le sait, le Canada resserre les taux. Lorsque l'on sait que depuis quelque temps, le Canada est la destination phare des Camerounais, on a envie de se demander avec cette suppression des immigrations temporaires pour l'instant, qu'est-ce que ça va provoquer? Est-ce qu'on peut s'attendre à l'ouverture d'une autre destination ou peut-être à des populations qui vont finalement rester chez elle? La question se pose avec notre panel, on va essayer d'en parler. Et comme je l'ai dit à l'habituel, la rentrée scolaire est désormais d'actualité dans cette émission. Aujourd'hui, on va s'intéresser au NOZO. Les deux régions nord-ouest et sud-ouest, on le sait, à la dernière actualité. Beaucoup de consignes données à la veille de cette rentrée scolaire qui est désormais en péril. Nous, on a envie de questionner cette tension et cette épée de Damoclès qui pèse sur la rentrée scolaire du côté du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Voilà le contenu de votre émission. Installez-vous confortablement. Juste le temps d'un détour. On dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Lui-même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous pouvez vous connecter à nous. Alors n'hésitez surtout pas à en faire bon usage tout au long de cette émission. Je le réitère également, le 237, c'est l'indice du Cameroun. Alors peu importe où vous êtes en ce moment, vous avez le bonheur et l'opportunité de faire partie de la grande famille d'Info Télévision à travers cette émission Le Grand Soir qui est votre émission entre 17h et 18h52. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir à l'autre dame de ce plateau. Vous savez, quand j'en ai une sur mon plateau, je prends d'abord beaucoup de bonheur et de plaisir et puis je gère les hommes après. Bon, vous direz ce que vous voulez, c'est pas grave. Fadimatou Natacha Mimche Bingono, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Bienvenue. Merci bien, Madame Gessele. Bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre chaque fois que nous passons sur votre plateau. Nous disons bonsoir aux techniciens qui sont les hommes de l'ombre qui nous permettent de paraître comme ça, comme les téléspectateurs nous regardent. Et nous disons un bonsoir particulier à Monsieur Vin qui met les petits plats dans les grands afin que Info TV se hisse plus haut, de plus en plus haut sur la scène de l'andéno médiatique du Cameroun. Bonsoir à tous les camarades du RDPC. C'est un honneur et un privilège de porter la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur votre plateau. Bien entendu, ils l'ont très bien compris également. Vous serez donc la voix du RDPC sur le plateau du Grand Soir de ce lundi. Et je suis d'accord avec vous, j'ai donné une vence à le métronome. En face de vous, c'est l'apôtre Charlemagne Adam, conseiller particulier du président du FDR. Il est avec nous ce soir. Bienvenue. Madame Gessele, commençons d'abord par bénir tous les gens bizarres, les inadaptés, les peintres, les troubadours, les gnostiques, tous les mystiques, oui, tous les mystiques, voilà, tous les mystiques, et parce que véritablement, ils nous donnent de regarder le monde avec les yeux différents. Je voudrais saluer tous les proviseurs, tous les proviseurs qui ont le vent en poupe en ce moment, de ne pas nous maltraiter, malmener comme ils le font en ce moment. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Oui, parce je croyais qu'on a attendu les affectations avant de les lâcher. Bon, mais vous savez, quand ils arrivent, la première des choses, vous savez, au Cameroun ici, quand le RDPC a installé l'esprit de vol, quelqu'un sait très bien que l'APE concerne les parents et les enseignants. Mais il va quand même inclure les enfants pour que les parents souffrent et déboursent beaucoup d'argent. Imaginez-vous quelqu'un qui a 10 enfants,
qu'il est inscrit dans un établissement, il est obligé de payer l'APE x10. Bon, c'est un problème qu'on voilà. a à chaque rentrée scolaire aussi. Hein. Si rien n'a été fait jusqu'ici, vous pensez que non, quelque chose doit, mais même s'ils ne font rien, on doit quand même leur dire que c'est le vol. D'accord. Que c'est le vol organisé. On va parler de rentrée scolaire. Et que quand les gens font cela, ils doivent savoir que c'est dur. Le Cameroun est difficile. Ce n'est pas facile de vivre dans ce pays. On peut comprendre nos frères qui meurent un peu partout en cherchant à aller chez les autres, qui n'ont plus le temps de bâtir leur pays. Et puis bon, je vais sortir en disant aussi que, bon, nous savons tous que nous attendons un événement. Il faut quand même que les liens indomptables. Merci beaucoup. Ce n'est pas l'ordre du jour sur mon plateau aujourd'hui, donc je ne vais pas ouvrir quelque chose que je ne pourrais pas refermer. Donc je préfère stopper l'envolée tout de suite et accueillir Robert Alain Lipoti sur ce plateau. C'est un auteur dont vous l'avez compris, hein, il écrit, fait partie de ceux-là qui transmettent les informations à travers la plume. Et bien entendu, il est également président de l'ONG AREC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Rosalie, bonsoir à tous les téléspectateurs de Info TV que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Je pense ma dernière apparition ici, ça date de quelques mois déjà, mais c'est toujours un honneur, comme je l'ai dit, de revenir à la maison pour essayer de scripter ensemble les problèmes qui minent notre société. J'espère que ce soir encore, nos millions de téléspectateurs de par le monde entier seront ravis, n'est-ce pas, de nous écouter et aussi d'apporter leur contribution au regard, n'est-ce pas, des échanges que nous aurons ce soir. Je n'en doute aucunement, Président. Et bien sûr, le quatrième et non des moindres, El Hadji Maïriga Ibrahim. C'est encore un bonheur de vous retrouver sur ce plateau ce soir. À cause de l'MDO, j'avais changé ma société civile. N'est-ce pas? Et après, il nous fait comme ça. En tout cas, c'est un bonheur de vous retrouver. Bienvenue. Merci Rosalie, merci pour l'invitation. Merci de m'avoir associé à ce panel aussi riche. Je dis comme ça un bonsoir à la jeunesse de Tibati avec tous les matchs des, comment on appelle là, des vacances. Les championnats des vacances. Il y a au moins 3 grands élites qui sont allés, n'est-ce pas, animer là-bas, parmi lesquels il y a M. Bafou, Haroun à qui je dis bonsoir. Je voulais comme ça, n'est-ce pas, dire un bonsoir aussi au peuple du Cameroun, les parents qui subissent le martyre de l'incompétence, de la corruption et de tout autre mot qui mine notre société, parce que la rentrée au Cameroun, c'est un calvaire pour les parents. On peut bien accuser, on peut tout dire, mais il y a quand même le rôle de l'État. L'État qui doit mettre, n'est-ce pas, dans les yeux pour pouvoir favoriser la classe sociale faible. Parce que nous vivons au milieu, nous souffrons, les parents appellent de partout, les cousins, les voisinages et tout, où tu ne peux pas rester silencieux sans pouvoir faire quelque chose. Nous voyons cette population souffrir aux apôtres comme ça de la rentrée. Et vraiment, je leur souhaite beaucoup de courage, que chacun sache, n'est-ce pas, tirer, vraiment Dieu a tiré, n'est-ce pas, une conclusion par rapport à cette situation. Parce que nous aspirons à un changement. Nous avons supporté un homme, le président Paul Biya. Nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, quel que soit ce qu'on peut dire. Moi, je n'aime pas jouer à l'hypocrisie ou de quoi. Quel que soit ce qu'on peut dire, le président Paul Biya a déjà son avenir derrière lui. Ça, c'est clair, à 92 ans, un homme, 42 ans des études du pouvoir, il a été abusé par tous les hommes qu'il a nommés. On est d'accord. Bon, c'est pas également à l'ordre du jour, c'était juste pour dire bonsoir. Justement que les Camerounais, n'est-ce pas, 2025 s'approche. L'inscription sur les listes électorales s'est arrêtée, mais il y aura l'ouverture d'ici le 1er en mai. Que chacun vraiment du Dieu tire une leçon des 42 ans du président Paul Biya. On l'accompagne. Nous lui disons l'accompagnons au village. D'accord. Parlant du président Paul Biya, on ouvre cette émission en s'intéressant à son actualité, bien entendu. On le sait, hein, le président Paul Biya du côté de Pékin pour ouvrir le sujet sur ce plateau. On va lire ce communiqué du ministre directeur du cabinet civil, Samuel Vondo Ayolo, qui nous en informe justement. Yaoundé le 2 septembre 2024 à l'invitation de son
Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, Son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, a quitté donc Yaoundé ce lundi 2 septembre 2024 en fin de matinée avec son épouse Madame Chantal Biya pour prendre part au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, en abrégé FOCAP, à Beijing en Chine. Le chef de l'État est accompagné à cette occasion de la suite officielle ci-après. Monsieur Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence, chargé de la défense. Monsieur le jeune Mbela Mbila, ministre des Relations extérieures. Monsieur Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale. Monsieur Samuel Vondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Monsieur Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics. Monsieur Mengo Victor Aré Congo, ministre chargé de mission à la présidence de la République. Monsieur Elamine Ousmane Mé, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Monsieur Jean-Ernest Massenangale Bibehe, ministre des Transports. Monsieur Gabriel Mbaïrobé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Monsieur Fou Calistus Gentry, ministre... bon, par intérim, hein, ça reste toujours de l'industrie, des mines et du développement technologique. Contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président de la République. Monsieur Martin Pana, ambassadeur du Cameroun en Chine. Monsieur Simon-Pierre Bikele, chef du protocole d'État. Monsieur Jean-Christophe Elangema, directeur général de Camerco. Monsieur Christophe Eken, président de la Chambre de commerce, d'industrie et des mines et de l'artisanat. C'est donc le communiqué signé du ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Je vous ai, dernier salué, premier à réagir, le président Paul Biya à Pékin pour une discussion avec son homologue Xi Jinping dans le cadre de cette coopération sino-camerounaise qui date quand même de Mathusalem. On peut s'attendre à des retombées, à votre avis? Oui, Rosalie, la coopération entre les États, c'est quelque chose de très important. Cela ne nous a pas surpris parce qu'on s'attendait. De deux, quand vous voyez, n'est-ce pas, la délégation qui accompagne le chef de l'État, c'est vraiment étouffé. C'est des secteurs qui ont besoin, n'est-ce pas, d'un coup de pinceau, de soutien, n'est-ce pas, d'une puissance comme la Chine. Vous connaissez, n'est-ce pas, la Chine aujourd'hui, ce qu'il y a entre eux, des grandes puissances, les Américaines, les Européennes, tous veulent conquérir un continent, l'Afrique. Et le Cameroun n'est pas le moindre dans ce continent-là, n'est-ce pas, compte tenu de nos richesses et tout. Donc vous comprenez, la présence du chef de l'État là-bas est appréciée. C'est apprécié, même si nous autres observateurs qui suivons, n'est-ce pas, la démarche de la Chine en Afrique, nous disons qu'il faut ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que les Chinois ne viennent pas faire plus ou moins, je crois, bien que les Européennes. Sinon même au pire, hein, parce que les Chinois n'ont pas de sentiments, chez eux il n'y a pas la corruption, mais eux ici, sincèrement en Afrique, tout ce qu'ils viennent chercher c'est dans la corruption. Donc nous le savons bien, donc nos chefs d'État qui vont là-bas, particulièrement le président Paul Biya, qu'il épuise de sa sagesse pour ne pas signer du n'importe quoi, pour ne pas céder certaines choses aussi facilement. Nous le connaissons, c'est un briscard de la politique, il saura, n'est-ce pas, non se faire, et puis la délégation qui l'accompagne. Quand je prends un secteur comme la Camer, qui a besoin de l'agriculture, quand vous prenez l'agriculture, le ministère de l'Agriculture, je dis que c'est une délégation bien étoffée qui peut, n'est-ce pas, sincèrement, si chacun sait présenter son problème, son besoin, parce que c'est ça, hein, quand le chef de l'État voyage avec vous, il a un bureau dans l'avion d'abord bien aménagé. Tout le long du parcours, là, il travaille avec vous. C'est là même où il travaille beaucoup plus avec chaque personne qui l'accompagne, pour briefer, n'est-ce pas, et tout, lui dire de quoi il s'agit, qu'est-ce que je veux dire et tout. Qu'est-ce que j'attends et tout. De chaque secteur. Donc vous comprenez, ce n'est pas des voyages comme ça, n'est-ce pas, mais ce qui a attiré mon attention, vous avez dit quelque chose qui dure depuis Mathusalem. Oui, vous avez des petits intellectuels là, des minables intellectuels autour du président Paul Biya du Cameroun, des journalistes. C'est sûrement certains de vos camarades. J'ai suivi quelqu'un qui dit le président Paul Biya est venu, n'est-ce pas, il a élargi, comment ils ont appelé ça, le partenariat. Je dis mais non, ça c'est la méconnaissance de choses. Depuis le temps d'Aïdjo, la Chine a toujours, c'est une continuité simple.
Oui. Donc tout ce qu'on nous dit, que ce soit avec la Russie, que ce soit et tout, c'est la même politique. La politique d'un État ne change pas comme ça radicalement. Surtout avec une personne qui a travaillé avec Aïdjo, qui maîtrise tous les anciens dossiers. Donc nous disons c'est une bonne chose qui se déplace. Et ce que j'ai apprécié vraiment, c'est son courage, la force d'un homme de cet âge, qui vient de rentrer de vie, de la France, avec tout, et il reprend encore le vol. Je vous assure, ce n'est pas du tout facile. Qu'il nous donne ce qu'il a à nous donner. Pour ce moment, ça c'est... Non, c'est une... Non, finissez votre propos. Non, le véritable problème, c'est à apprécier, c'est à encourager. D'accord. C'est à encourager, il a encore à nous donner, n'est-ce pas? Pour le temps là, mais nous disons 2025, moi particulièrement, je demande au président de se reposer. D'accord. Robert Alain Lipoti, pendant son séjour en Chine, le président Paul Biya va donc rencontrer son homologue chinois. Les deux hommes d'État vont sûrement aborder beaucoup de questions liées justement à cette coopération dont on parle des rapports historiques et actuels, parce que la Chine et le Cameroun, c'est beaucoup d'infrastructures, beaucoup de projets communs. On rappelle que c'est dans le cadre de la 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique. Il faut apporter la précision. C'est Chine-Afrique, ça veut dire qu'il y a plusieurs chefs d'État africains qui sont du côté de Pékin. Et l'événement s'ouvre le 4 septembre prochain, donc le FOCAC. Et le Cameroun sera également là pour défendre ses intérêts. On peut s'attendre à une JBC remplie au retour, ou vous faites partie des sceptiques qui se disent que rien ne pourrait en sortir? Non, pas du tout. Pas du tout, je ne suis pas sceptique. Au contraire, je pense que quand un chef d'État se déplace, surtout avec cette importante délégation, avec les personnes qui l'accompagnent des différents secteurs, quand on regarde l'économie, le transport, les mines, l'agriculture, nous ne pouvons que être optimistes en se disant que il faut que les lignes bougent. Je prends un secteur comme l'agriculture par exemple. Je pense que le moment est arrivé pour qu'on cesse à importer le riz de Thaïlande, je ne sais pas très bien où, pour que les gens mangent ici. Il y a déjà pas mal de zones identifiées pour l'agriculture, notamment le riz. Je pense qu'il y en a 5 comme ça, notamment l'Agdo même, Fumbo, Ndop, Yagua, je crois qu'il doit y avoir d'autres, où on a des possibilités de produire le riz au Cameroun, consommer, faire consommer à tous les Camerounais et même exporter. Donc quand au pif comme ça, je prends l'agriculture qui est pour moi un secteur clé. Qui a besoin d'être boosté oui, parce que vous pouvez avoir des ordonnances pour avoir une voiture qui est en panne, mais quand vous avez faim, ça n'attend pas. Donc l'agriculture, en réalité, est un secteur qu'il faut investir. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de très important. Mais on ne peut pas parler de ce sujet comme ça, sans pour autant faire un bref historique sur les relations Cameroun-Chine, qui date, je pense, de 1975. Du coup, on voit quand même que la Chine a pu mettre sur pied un certain nombre de projets importants. Quand vous êtes à Yaoundé, le palais des congrès n'est pas invisible. Quand vous êtes au nord Cameroun, je rappelle que la centrale hydroélectrique de l'Agdo, c'est la coopération sino-camerounaise. Et donc, il est tout simplement question qu'on sache qu'est-ce qu'il faut faire. Et chacun, là, au niveau des relations internationales, pardon, c'est connu de tout le monde, il n'y a pas d'amitié là-bas. Chacun tire la couverture de son côté. Donc, comme disait l'aîné, mon papa, il faudrait tout simplement que la délégation camerounaise puisse savoir tirer justement l'épingle du jeu de son côté, afin qu'il puisse nous ramener des accords bilatéraux beaucoup plus importants qui puissent développer notre pays. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, et je crois que le chef de l'État l'a compris, le transport, c'est néant. Le transport, c'est néant. L'économie même, tout est à plat. L'agriculture, c'est zéro. Je pense qu'on a aussi parlé du ministre des Travaux publics, qui fait aussi partie, justement. Il n'y a plus de route au Cameroun. Il n'y a rien. Regardez Yaoundé, quittez là où je suis. Espérons qu'ils n'iront pas demander de l'argent, mais ils iront... Justement, c'est ça que je suis en train de dire, que le chef de l'État, j'espère qu'il va veiller au grain
pour qu'ils puissent signer des accords vraiment gagnant-gagnant, comme c'est les slogans chinois. Et donc que ça ne soit pas comme ils ont fait précédemment avec les scandales de Greencore, par exemple, où les gens, les Camerounais, c'est quand même c'est inimaginable que des Camerounais se permettent de donner, de faire des cadeaux comme ça aux étrangers, 70% de rabais pour rien et pour prendre des bachis par derrière. Et ça n'honore pas notre pays. Je pense que le chef de l'État, sur ce point-là, j'espère, je dis bien j'espère, et je fonde une réelle confiance en lui pour que, au moins, pour ce coup-ci, qu'on puisse vraiment, qu'il puisse rentrer de là avec des choses beaucoup plus importantes et dans quelques mois, qu'on puisse voir de manière palpable les retombées, n'est-ce pas, de cette conférence, de cette forum, justement, entre le Cameroun, entre la Chine et l'Afrique. Mais nous parlons du Cameroun et l'Afrique parce que chaque pays va là-bas pour tirer la intérêt personnel, bien de entendu. C'est pourquoi j'apporte la précision. Le forum, il est Chino-Afrique. Ben, nous, ce soir, on a décidé de parler de la relation entre la Chine et le Cameroun parce que ça nous concerne encore plus. Une grosse délégation, apôtre Charlemagne Adam, pour aller peut-être signer des petits accords avec la Chine qui jusqu'ici est en train de revoir un peu sa position en Afrique et dans le monde même. On voit les dernières sorties du président chinois Xi Jinping qui semble donner une nouvelle direction à la politique de son pays. On doit s'attendre quand même à beaucoup d'innovations lors de ces rencontres-là. Est-ce que le Cameroun pourra tirer l'avantage de cette rencontre comme on le souhaite tous? Parce que depuis, on l'a dit, depuis plusieurs années aujourd'hui, plus d'une quarantaine d'années de coopération. Jusqu'ici, on n'a pas grand-chose à reprocher à la Chine dans la coopération qui nous lie. Bien, sauf pour ceux qui viennent d'arriver au Cameroun. Mais pour nous qui sommes là depuis, nous savons que c'est une visite comme toutes les autres. C'est-à-dire que des visites qui ne nous servent à rien. Parce que, vous savez, madame, le président Biya, ce n'est pas le premier président chinois avec lequel il travaille. La Chine a déjà changé beaucoup de présidents pendant que lui il est au pouvoir au Cameroun depuis 42 ans. Donc chaque fois il va se déplacer, aller signer avec tel, celui-là va rentrer au quartier, lui sera toujours au pouvoir, tel va venir, il va encore aller le rencontrer. Pendant ce temps, ces gens avec qui il travaille, il a embarqué beaucoup de gens dans l'avion là, il ne sait pas pourquoi. Les gars, ils partent apprendre à faire quoi en Chine, à construire les routes. C'est quelqu'un qui devait être au quartier depuis. Toutes les routes du Cameroun sont en lambeaux. Aujourd'hui, tu vas aller à l'extrême nord, tu prends le VIP à Yaoundé, on te dit que ça s'arrête à Ngaoundéré. Entre Ngaoundéré et Garoua, c'est le parcours du combattant, c'est impraticable. Maracousséry, c'est impraticable. Douala Bafoussam, impraticable. Donc je ne comprends, je ne vois pas le rôle de ce monsieur, je ne vois pas ce qu'il fait dans l'aéronef. Maintenant, vous allez prendre quelqu'un comme... Il y a même quelqu'un là. Il y a quelqu'un là qui est là, le ministre de l'Agriculture. Voici les tracteurs. Vous êtes allé voir les Chinois et raconter des histoires. Je ne sais pas si c'était avec les Chinois ou les Indiens, quelque chose de ce genre. Ils sont venus ici parquer les tracteurs à Ebolova, tout en disant qu'ils sont en train de nous amener vers l'agriculture de la 4e génération, s'il vous plaît. 4e génération. Et en ce moment-ci, ces tracteurs-là sont dans la broussaille, abandonnés. Certains tracteurs se retrouvent dans les domiciles privés des pontes du régime. On embarque aussi ce monsieur dans l'aéronef. Prenons encore un autre cas. Le directeur de Cameco, il fait quoi dans l'avion? Il sait gérer quoi? On a déjà changé combien de personnes là-bas? Ça a donné quoi? Rien du tout. Bon, quand ils vont arriver en Chine, puisque la dernière fois, ils nous avaient dit qu'ils avaient acheté 4 aéronefs là-bas, comme la Chine était très gentille, on leur a même donné un cadeau. C'est-à-dire que l'avion est devenu comme les beignets, comme à Makalavan, un peu là dehors. C'est-à-dire que tu peux acheter pour 500, on t'ajoute quelques beignets. Ils ont dit qu'ils ont acheté 4 avions et ils rentrent avec 5 avions.
Non, on nous a donné ils sont trop beaux. Ça veut dire les gens qui ne savent, et les avions que les autres achètent à moins de 15 milliards. Et ils partent acheter ces avions-là plus de 30 milliards. Comment on ne va pas vous donner des cadeaux? Donc, voilà un peu les gens comme ça qui se retrouvent dans l'avion du président. Il manque quelqu'un là-bas, le ministre de l'enseignement supérieur. Lui, il était parti ramasser les jouets là-bas en Chine pour venir distribuer aux étudiants ici en disant que ce sont des ordinateurs. Non seulement qu'il n'a pas donné le nombre qui avait été publié, mais il est encore parti raconter des histoires sur ces jouets-là en disant que ces jouets-là coûteraient dans les environs de 300 000 francs. Donc, vous voyez, maintenant, ils disent qu'ils partent encore au niveau de la Chine avec tout ce beau monde. Ils vont faire quoi? Moi, je pense qu'on vient d'achever les Jeux Olympiques en France. C'est là-bas que le sprint est important. Le sprint est important quand on est dans la course. Mais ça ne marche pas en politique. Ce n'est pas au dernier moment, quand il vous manque quelques mois au pouvoir, que vous allez courir à gauche, à droite. La réunion, c'est le 4 septembre. Vous partez là-bas faire quoi? Ils devaient même partir depuis hier. Parce que j'ai eu les infos que la route était bloquée hier matin. Bon, finalement, on dit qu'il y a eu un léger problème. Et puis, bon, on a renvoyé. Donc, ce matin, finalement, le président... Et la réunion commence le 7. Entre-temps, il fait quoi là-bas? Ben, il faut ça. Maintenant, on dit, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça que les gens jouent avec notre argent. C'est toujours comme ça. Il était parti aux Jeux Olympiques avant. Il est rentré après. Apôtre. Hein? Il est parti faire l'argent de qui? C'est on ne dit pas vivre comme ça avec l'argent de chez nous. Qui sont africains, ils vont se rencontrer. Hein? Mais est-ce que vous avez déjà vu que certains chefs d'État africains sont déjà là-bas? Certains chefs d'État africains sont déjà là-bas? Pourquoi on est toujours pressé pour aller rapidement quand c'est les choses qui se passent en Chine, quand c'est les choses qui se passent en France, on va très vite. Mais quand c'est ici à Malabo, quand c'est ici à machin, on ne bouge même pas, on envoie certains collaborateurs. Entre-temps, notre intérêt c'est beaucoup plus important. Notre intérêt avec la Chine c'est quoi? Notre intérêt avec la Chine c'est quoi? Prenons seulement le pont sur le Vouri. Prenons seulement le pont sur le Vouri, Aladji. Le pont sur le Vouri, c'est les Français qui gagnent le marché. Ils viennent, n'est-ce pas, donner ce marché-là aux Chinois. Après avoir... Mais vous voyez, et les Chinois acceptent. Apôtre, le forum qui se tient là, en fin en ce moment, c'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Des milliards. Donc, c'est que le président doit dire face à face avec ses collègues, avec son collègue chinois, tu pas c'est comme premier ministre, ou je ne sais pas, un représentant du Cameroun. Je suis d'accord avec vous. Là, mais il faut que ça nous rapporte quelque chose de sérieux. Il faut que ça nous rapporte quelque chose. Quand ça ne nous rapporte rien, on va toujours rester sceptique. Parce que nous avons fait des procès d'intention. Non, mais on a déjà eu à rencontrer combien de chefs d'État chinois. Ça a changé quoi? Voilà la Sendi qui est décédée du côté de l'extrême nord. Les Chinois pouvaient nous aider là-bas. Voilà au niveau de Ngaoundéré, maïs quand même décédé depuis. D'accord. On importe maintenant le maïs depuis l'Afrique du Sud pour venir brasser ce qu'on appelle la bière ici. Pourquoi est-ce que les Camerounais ne peuvent pas dire, par exemple, que non, il faut absolument qu'on puisse cultiver ce que nous-mêmes on mange sur place? Maintenant, on est en train de tromper encore les Camerounais en disant que le cacao coûte déjà 6 000, le cacao coûte déjà ceci. Pourquoi les Camerounais partent encore cultiver ce qu'ils ne consomment pas? Et voilà, c'est ça donc l'erreur, c'est ça donc la faute quand on se laisse, n'est-ce pas, gérer par des gens qui ont un certain âge. Fadimatou Mimche Bengono, le président de la République à Pékin, pour défendre les intérêts du Cameroun, tout comme ses homologues des autres pays, notamment Félix Tshisekedi, qui est également attendu de ce côté-là. On parle également de Bassirou Diomaye du Sénégal. Ils sont nombreux comme ça qui vont partir dans cette rencontre entre l'Afrique et la Chine, défendre les intérêts pour de nouveaux accords de partenariat pour l'avenir.
Absolument, Madame Guessili. Vous savez, si nous partons sur la base définitionnelle, nous savons que la coopération, c'est le fait pour plusieurs États, un ou plusieurs États, de se mettre ensemble, de collaborer dans des domaines bien précis. Pour ce qui est du Cameroun, la relation sino-camerounaise débute en mars 1971. Et c'est en 1973, si la mémoire ne me joue pas du tout, que le président Amadou Ahidjo fait le premier voyage du Cameroun pour la Chine. Et lorsque nous sommes dans le monde qui est le nôtre, un monde ouvert où aucun État du monde ne peut vivre sans coopérer avec l'autre. Aucun État ne peut survivre sans les relations internationales. Parce que les relations internationales sont en fait le carburant du fonctionnement des États, quel que soit l'État. Vous comprenez que le fait pour le président de la République d'aller en Chine dans le cadre de la rencontre sino-africaine, c'est un élément fondamental. On ne saurait botter en touche parce que nous savons que le Cameroun coopère avec la Chine dans le domaine de la défense, dans le domaine culturel à travers l'éducation. Nous avons l'Institut Confucius. Dans le domaine de la construction des infrastructures, nous avons vu les stades. Dans plusieurs domaines. C'est pour cette raison que j'ai été, moi personnellement, satisfaite de l'équipe qui accompagne le président. Bon, et lorsque, vous savez, il ne suffit pas de dire qu'on veut faire la politique. La politique, c'est un art. Et lorsqu'on est conscient, lorsqu'on a la capacité d'accéder au pouvoir, on essaie de regarder des choses pas comme des néophytes, avec un regard autre. Ceux qui ont fait relations internationales savent que dans le domaine des coopérations, il y a ce qu'on appelle la négociation. Et la négociation ne se fait pas le même jour que c'est les finalisations qui se font en public. Absolument. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez avant, il y a ce qu'on appelle les techniques, il y a les techniques de négociation, les négociations de couloirs, les lobbying, tout le reste, il y a la négociation des balcons. Ça ne se fait pas le même jour. C'est pour cette raison que lorsqu'on est néophyte, on se contente des conversations des bars. On peut rester là et dire pourquoi ils sont partis 2 jours avant. D'autres sont partis longtemps avant. Parce qu'ils savent, en dehors de la coopération avec les Chinois, c'est un champ ouvert à d'autres coopérations avec d'autres États. Comme les qui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous disons que le défi, le challenge, c'est le transfert des technologies. Vous savez que c'est le souhait, c'est le souhait fondamental de tous les États. Mais quand vous savez que tous les États du monde sont dans des jeux d'intérêt, vous comprenez que la technologie ne se transfère pas. Ce n'est qu'à travers des partenariats, à travers des accords bien corsés, qu'on peut amener les uns et les autres à transférer, à ouvrir. Vous voyez par exemple quand vous faites un tour au nouveau bâtiment qui va loger les parlementaires, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que des Chinois. Il y a des ingénieurs camerounais. Ce n'est que de cette façon-là, à travers des coopérations comme ça, à travers des accords de partenariat comme celui-là, que nous pouvons de manière subtile acquérir de la technologie. Et nous pensons en politique, dans la gestion des États, qu'aucun voyage n'est inutile. Parce que chaque rencontre, c'est un sujet, c'est un prétexte d'apprentissage. Et le président de la République, patron de la démocratie, qui s'inscrit dans le sillage de son prédécesseur. Parce que contrairement à ce que les autres pensent, qui viendront transformer le Cameroun par coup de baguette magique, ou bien retourner le Cameroun, ou bien la terre égale le ciel se retrouve au sol, et la terre se retrouvera sur nos têtes. Non, en politique, on s'inscrit dans un sillage. Et c'est progressivement que le Cameroun a construit de manière efficace et structurer sa relation avec la Chine. Lorsqu'en 2004, le président de la République rappelait que la Chine ne prend rien à personne, il était en train d'indiquer justement que la voie que nous suivons, nous, Camerounais, depuis mon prédécesseur, c'est l'ouverture aux autres. L'ouverture aux autres parce qu'il est de notre devoir de capter des plus-values qui peuvent nous amener à améliorer notre... Par exemple, je vois le ministre Alamine Moussemane, mais nous avons besoin du développement. On a le ministre de l'Agriculture. L'agriculture a évolué. L'agriculture a évolué en dehors de tout ce qu'on peut appeler comme matériel pour la culture ou bien pour la transformation. Il y a les intrants, l'amélioration, la semence améliorée. Nous avons les intrants agricoles. Comment est-ce qu'ils font pour que dans le désert des choses poussent? C'est des choses que nous pouvons capter et nous pensons que
Et nous savons faire confiance aux officiels. Parce que nous sommes de ceux-là qui pensons que nous ne sommes pas des prophètes. Ceux qui sont des prophètes peuvent lire dans les boules de cristal et anticiper et voir ce qui viendra demain. Parce que moi, je ne suis pas apôtre des bonnes nouvelles ou bien apôtre des mauvaises nouvelles. Je me contente de regarder ce qui se passe et nous nous disons que nous jugerons le maçon au pied du mur lorsque cela reviendra. On fait parler quelques téléspectateurs sur la question. Bonsoir, très cher. C'est quoi, tu écrivais encore quoi? Non, je voulais juste dire à madame que ça se transfère. On a vu en Côte d'Ivoire, ils ont pris quelques milliards. Aujourd'hui, les ordinateurs sont produits sur place. Ici, chez nous, on a pris 75 milliards de dettes. D'accord. Et on a encore même pris l'argent dans, n'est-ce pas, au niveau du Cameroun pour ajouter dessus. Et jusqu'à aujourd'hui, les enfants n'ont pas des ordinateurs. Donc, ça se transfère pour des pays où les gens sont encore sérieux. Mais dans le pays où on met tout, on pense seulement, n'est-ce pas, à l'œsophage, où on doit mettre la nourriture, c'est comme ça. Le pays où on mange. Bonsoir très cher Rémi, le président Paul Biya travaille. C'est certaines personnes qui refusent de le reconnaître. Il rentrera de la Chine avec un gros cadeau. C'est Achille Aimé qui nous écrit depuis Yassa à Douala. Bonsoir Madame Rosalie ainsi qu'à ton riche panel. Ne soyons pas naïfs. Au regard de la délégation officielle qui accompagne le chef de l'État, il faut se rendre compte que la principale raison de ce voyage est l'acquisition des gadgets pour l'élection présidentielle de 2025 et de renforcer le système sécuritaire. Sinon, comment comprendre que les industriels camerounais ne sont pas dans cette délégation? Émile Zola, depuis Yaoundé. Je ne sais pas ce que tu mets dans industriel. Vous savez quel industriel? Bien sûr, on a quand même quelques personnes qui se débrouillent, qui font quand même dans le bail à de la chambre il est là. Il est là. Même les mines qui sont là, moi je ne comprends pas ce que lui n'a pas vu. On est en train de demander qu'on industrialise au Cameroun et tu dis que tu cherches les industriels dans une liste. Il les cherche là-bas, il ne les voit pas. Regardez autour de toi, tu ne vois pas. Moi je parle. Après le téléspectateur, je posais seulement avec lui. Pour lui dire que mon frère, il faut bien écouter, après tu réagis. Bonsoir madame. Vous êtes très jolie. Vondo depuis Mbankolo. Merci monsieur Vondo. Bonsoir Rosalie, le président Biya peut passer 6 mois en Chine avec sa délégation. Ils ne changeront rien pour le Cameroun. C'est Belibi Alain qui nous écrit depuis Nko Ndongo. Autre réaction enregistrée. Salut Tata Rosalie. On peut rester tranquille comme ça que les gens là sont allés vendre le pays à la Chine. Bonsoir. Le deuxième pont sur le Vouri n'a pas été construit par les Chinois. C'est l'entreprise Sodia Satom, une succursale du groupe Vinci qui a construit le deuxième pont sur le Vouri. C'est une entreprise française. C'est Olivier qui nous le dit. Bonsoir Rosalie et à ton panel, belle émission. C'est l'intervention de l'apôtre qui me retient encore ici. La tension de trésorerie n'existe que quand il faut payer les perdièmes des pauvres agents de l'État. Nous devons saluer la magnanimité du chef qui n'est pas parti 10 jours avant. Un voyage comme celui-ci nécessite au moins 1 mois. En attendant, nous autres n'avons plus de manches parce qu'on a retroussé jusqu'à se couper. Ça, c'est le continent qui réagit. Bonsoir Rosalie, à ton florissant panel coopération sino-camerounaise. Disons-le objectivement, la Chine se positionne véritablement comme un partenaire stratégique pour le Cameroun. De grâce, mettons nos émotions de côté. Et grâce à la Chine, nous avons le Papossi, le palais polyvalent des sports de Yaoundé, le barrage de lac d'eau dans le Septentrion, et la liste est loin d'être exhaustive. Nous tous savons que le président Paul Biya se déplace très difficilement et quand il le fait, comme c'est le cas en Chine, de grâce, souhaitons tout simplement que notre pays tire profit des probables accords que notre chef d'État pourrait nouer, afin de sortir notre nation de la paupérisation et de la dèche. Bravo à la dame en blanc pour son éloquence et son objectivité. On peut ne pas aimer le président Paul Biya, mais honnêtement, il est doté de sagesse et de bons projets pour notre pays. Restons positifs pour de telles circonstances internationales. C'est Ernest Zambo depuis Ekounou, journaliste, événementialiste, inconditionnel téléspectateur du Grand Soir. Très bonne émission.
Bonsoir Rosalie, à votre riche plateau. Le partenariat Chine-Cameroun est le partenariat le plus pire des partenariats du Cameroun. Les Chinois exploitent les richesses du Cameroun sans améliorer la vie des citoyens. Pas de route, pas d'eau. C'est Franklin Elundu qui nous écrit. On va en Côte d'Ivoire. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie. Je tiens à te féliciter pour ta résilience et ton professionnalisme. Ma bien-aimée Rosalie, ça fait 43 ans. Je dis bien 43 ans que M. Biya est président. Et quand il veut voyager, les ruelles de Yaoundé sont bloquées. Ma bien-aimée, si M. Biya était nommé DG d'Info TV 3 mois après sa nomination, Info TV serait incapable de payer le satellite à Canal+. Je ne parle même pas des salaires. Ma bien-aimée Rosalie, M. Biya avait fait des promesses lors du comice à San Mélima. Quelles sont devenues ces promesses? Ça fait 43 ans que M. Biya bobine les Camerounais avec un résultat négatif. C'est M. Etoundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir Rosalie, la dame du R peut nous démontrer le transfert des technologies dans le cas des ordinateurs. C'est Mathurin qui nous écrit depuis Oudia. Bonsoir Rosalie, le déplacement de notre président pour la Chine est tout à fait normal, mais alors son âge ne lui permet plus de faire ce genre de voyage. Il a beaucoup travaillé et il lui faut un repos mérité après avoir passé plus de 50 ans dans l'administration camerounaise. C'est Gilles qui nous écrit depuis Douala. On va en Guinée-Conakry. Bonsoir Tata Rosalie. Bonsoir ton riche panel. Je me demande si la dame sur ton plateau est vraiment camerounaise. Depuis que les coopérations Sino-Cameroun et les autres ont apporté quoi? Les ingénieurs, médecins et enseignants quittent le Cameroun chaque jour. C'est Narcisse Florent depuis Doubreka en Guinée-Conakry. Bonsoir Rosalie, le monsieur en casquette ne connaît rien en diplomatie. Pourquoi il n'a pas voyagé avec le président? Mon enfant depuis Djoum qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie, la délégation de Paul Biya et lui-même sont allés en Chine pour s'assurer d'avoir des prêts et de les détourner par la suite. Comment on peut penser que monsieur Biya veut améliorer les choses des gens? Ces gens n'ont jamais aimé le Cameroun. Il ne faut s'attendre à rien avec lui au pouvoir. J'y reste depuis Bafoussam. Bonsoir à vous en studio. C'est vrai qu'on peut observer aujourd'hui que la Chine est un modèle en matière de développement dans le monde. Et aussi que le Cameroun fonctionnait. Pour autant, avec la Chine à la place de la France, on devrait déjà être loin en ce moment. Mais les Français ne font que mettre les bâtons dans les roues à la coopération chino-Cameroun. Et il est de bon ton aujourd'hui que le président Paul Biya copie l'exemple ou le modèle de la Chine. En 1970, les Chinois venaient emprunter de l'argent au Cameroun. C'est le fiscaliste comptable supérieur Vincent Ateba qui nous écrit depuis une vanne à Yaoundé. D'accord, les bonsoirs de la Côte d'Ivoire pleuvent. Bonsoir Rosalie, merci pour ce que tu fais tous les jours. Par rapport au voyage du président de la République, je pense qu'il serait mieux qu'on attende l'après 2025. Laissez le temps au nouveau président. Je ne crois pas en un changement. Tant que ces ministres seront là, rien ne marchera. JP Niam qui nous écrit depuis Yaoundé. Bonsoir Madame Guessele. Pour moi, cette délégation ne va rien apporter au Cameroun. Ces gens vont rentrer, ils ne diront rien, ils ne feront rien. On va continuer à vivre notre calvaire de tous les jours. Les Camerounais doivent botter ces gens en 2025. C'est le Fabi qui nous décrit depuis Sadi. Ce soir, bonsoir madame et à votre panel. 43 ans avec un temps suffisamment long pour savoir si vous êtes capable de faire quelque chose ou pas. Que Paul Biya arrête ce folklore diplomatique avec la Chine. Autre réaction, bonsoir Madame Rosalie, belle thématique. Je voudrais juste rappeler à Madame Bengono que l'on juge le maçon au pied du mur lorsqu'il est nouveau sur le chantier. Seulement les supposés experts du chantier Cameroun sont là depuis suffisamment longtemps et leurs murs sont aussi droits et solides que la route Ngaoundéré-Garoua, pour ne citer que celle-là. Voilà. Hans qui nous écrit justement depuis Garoua. Bonsoir le plateau. Concernant la délégation présidentielle dont vous avez cité, là vraiment nous sommes désolés car plusieurs autres personnalités citées dans la liste là ne nous trouvent pas, on n'en trouve pas l'importance. Et la dame du RDPC là, qu'elle laisse la politique dans ce sujet, c'est important. Rosalie, en ce moment même les États-Unis ne peuvent vivre sans la Chine. Le problème c'est que quand il y a des retombées, les individus se régalent. C'est ça notre souci véritable. Madame Bingo. Non.
Bonsoir Rosalie, je commence par là. Les hommes d'affaires qui sont les moteurs du développement sont où? Les ministres font quoi là-bas? On va encore endetter le Cameroun. Madame Bengono, pourquoi cette coopération ne s'accompagne jamais de transfert de technologie avec les Chinois? Ce qui est sûr, cette coopération est gagnant-perdant en faveur du Cameroun. Madame Bengono, votre champion est déphasé. C'est Monsieur Zigli qui nous le dit. Bonsoir Rosalie, conseillons notre président de faire juste un petit tour dans les écoles polytechniques et mieux encore à Polytechnique de Yaoundé pour voir le talent de nos ingénieurs et vous verrez qu'il n'ira plus chercher des partenaires pour le Cameroun. Il aura tout sur place. Je suis obligé de m'arrêter, vous êtes très nombreux, mais nous avons un parcours à effectuer ce soir. Donc nous, on va poursuivre cette émission. Une précision, Rosalie, juste par rapport à cette thématique. Justement, parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est quoi? Quand un chef d'État se rend dans un pays comme ça, les rencontres qui se feront avec des ministres sectoriels, vous voyez un peu, le chef de l'État, lui, ne signe pas sur le document. Comme vous voyez toujours les images, n'est-ce pas, les deux chefs d'État sont là, c'est le ministre concerné avec d'autres ministres, eux qui signent. Donc vous comprenez, il y a maintenant le suivi. Quand il rentre ici, pour le ministre qui a eu à parler avec l'autre ministre, n'est-ce pas, de la Chine, tu dois te mettre au travail pour l'application de cela. D'accord. Ils sont d'abord là pour travailler, à la Ils ne sont pas là pour travailler. Ils ne sont pas là pour travailler. Ils sont là pour travailler. Le Cameroun, c'est les gens qui trahissent, n'est-ce pas? Ils ne sont pas là pour travailler. Et tout. Fais en sorte qu'on vous accorde des choses. Toi, ministre, tu attends que le président, en se brossant, qui se rappelle, on avait signé tel truc avec. Il t'appelle, qu'est-ce que tu as fait même de ça? Non. Ce pays, je vous assure, les criminels sont là autour du président Paul. C'est pour ça qu'on m'a collé avec le président Paul. Non, on ne peut pas te nommer, tu attends encore, c'est la personne qui te rappelle à tout bout de champ. Qu'est-ce que c'est la charge? Mais mets-toi au travail. Tu ne peux pas travailler. Mais tu ne peux pas faire. C'est le président appelé que ce que j'avais fait là-bas, n'est-ce pas, en Chine. Le ministre de l'Agriculture a mis ça en pratique. Il a même demandé la mission, il est allé en Chine. Bon, nous sommes habitués peut-être au Cameroun que quand on te nomme, tu attends encore qu'on te nomme. Ils ne travaillent pas, ils attendent les autres institutions de travailler. Ce que je voulais dire, c'est que sur ce plateau, je pense que ce qui nous désunit est moins important que ce qui nous réunit. Parce que déjà, c'est-à-dire que nous disons presque la même chose. Nous disons presque la même chose à quelques le problème n'est pas le voyage, mais le voyage qu'on fera de le voyage n'est pas le problème. Tous les chefs d'État du monde se déplacent avec une délégation importante pour paraffer des accords de partenariat bilatéral, multilatéral et des choses comme ça. Oui, c'est un peu ça le problème. Parce qu'en réalité, moi je me souviens, j'étais encore peut-être bébé, le 6 avril 84, après le coup d'État. Le plan Biya commence un discours. Non, j'ai lu le discours après, mais c'est une phrase qui m'a beaucoup plus intéressé. Il disait, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Ça c'est, je ne peux jamais oublier cette phrase. Et après, il est revenu dans ce discours en parlant ce qui a marché ailleurs. Pourquoi ça ne marche pas chez nous? Et il est encore revenu pour parler des bandits à col blanc. C'est un expert. On veut dire qu'il connaît bien ce qui se passe. Mais la gestion est lourde. Le réel problème, donc, pour moi particulièrement, et comme je disais presque pour tout le monde, sur ce plateau, même Madame Bengono, elle ne va pas nous dire le contraire. Nous ne sommes pas suffisamment sûrs ou alors d'accord de tout ce qui se passe, parce que vous ne pouvez pas arriver dans une capitale comme Yaoundé et qu'il n'y a pas de route. Vous allez à Salibéa, il n'y a pas de route. Vous allez sur Bafoussam, la 3e ville ou la 4e, il n'y a pas de route. Et que nous continuons à se dire, oui c'est bon. C'est que nous disons, moi, lors de ma première prise de parole, j'ai dit, en tout cas, c'est ce que moi je pense, est que il n'est jamais trop tard. Il faut bien faire. Il n'est jamais trop tard. Et j'espère au retour, n'est-ce pas, de ce voyage, ça je l'ai dit, je le redis encore, quelques mois après, nous allons voir des retombées, des changements pour qu'on arrive à gommer tout ce qu'on a eu depuis plusieurs années. D'accord. Parce que moi, ça m'embête énormément de comprendre. Le président n'est pas d'accord de la démarche, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est les mêmes personnes quand même qui sont tout autour. Mais j'ai dit, vous avez vu pendant la lecture tout à l'heure,
Madame Ngessele elle-même était surprise de voir qu'il y a un ministre là qui devait être remplacé depuis. Qui n'a pas été remplacé jusqu'à date. Non. Elle s'est arrêtée un peu là pour dire est-ce que... Je n'ai pas dit qu'il devait être remplacé. Oui, mais voilà. Est-ce qu'il n'y a pas filmé? Oui. C'est le mot. Remplacer. Voilà. Ne me mettez pas des mots. Voilà. Si vous voulez analyser, pas de problème. Dans un environnement sérieux, quand un ministre décède, on le remplace. Pas forcément. On le remplace. Pas forcément. Et ça n'est pas le On doit le remplacer. D'accord. Le problème n'est pas là. Comment est-ce qu'un ministre pour réagir et non pour augmenter les problèmes au vu d'autres fenêtres. Oui, justement, Madame Ngessele, contrairement à ce que dit M. Lipoti, en indiquant que lui et moi je suis d'accord avec eux. Vous êtes au regard de la situation que nous vivons. Ne me dites pas que quand vous êtes quitté le chez vous, vous êtes arrivé ici par hélicoptère. Ne me dites pas qu'on n'a pas vu les rues. Non, vous savez, ils ont des voitures adaptées aux routes que nous avons. Ne me dites pas qu'on n'a pas vu des poubelles partout. Ça, c'est pour cela que je pense qu'elle aussi, elle pourra corroborer dans le même sens que nous. Il faut être hypocrite, ne pas le reconnaître. C'est ça que j'ai dit. Permettez donc qu'elle puisse corroborer ou pas. Tout à l'heure, il disait que j'étais d'accord avec lui. Heureusement qu'il conjugue, il change. Parce que le temps de la conjonction, ça a tout son sens. C'est une exhortation, mais sauf que moi, je voudrais dire que je ne pourrais pas être de son avis à partir du moment où, tout à l'heure, j'ai dit, moi, je n'étais pas apôtre. Ce sont les apôtres qui voient. Pas de boule de cristal. Donc vous ne voyez pas les rues qui sont les routes qui sont. Non, on se projette au retour de la délégation. On n'est pas à l'actualité du Cameroun. Du coup, lorsqu'on dit oui, on n'a pas de problème avec le voyage, on a le problème avec ce que ça apportera. Pour que le palais des sports soit là, il y a eu un voyage. Peut-être sur le même plateau, ils auraient tenu le même discours. Pour que l'Assemblée nationale, le Parlement soit là où il est là, il a fallu des tractations, des accords. Peut-être sur le même plateau, on se projetterait et on dirait qu'on a un problème avec ce que ça produira et pas avec le voyage. Non, je voudrais qu'on soit sérieux. On ne peut pas être sur ce plateau et dire qu'il n'y a pas de problème. Personne normalement constitué ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Parfait, madame. Oui. Mais le reconnaître ne voudrait pas dire qu'on va entrer dans tous les champs. On parle de la patate, vous allez prendre le haricot, vous prenez tout, vous mélangez. Non. Les problèmes des rues. C'est pour cette raison que la présence du ministre des Travaux publics dans la délégation, moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle en ce sens que nous aimerions qu'au retour, qu'ils voient comment ailleurs on a pu faire un certain nombre de choses. Parce que vous vous souvenez, Madame Ngessele, lorsque j'étais à l'université, on arrangeait le carrefour du Kradat. Si vous avez souvenance, les chambres venaient jusque... Bon, vous n'étiez pas peut-être à Yaoundé. Jusqu'en route. Nous nous souvenons que M. Timiévouna était passé avec sa délégation et nous disait, nous étudiants, à nous étudiants de ne plus payer la chambre parce que nous étions sur la chaussée. En fait, c'est vrai que moi j'étais à Contrebas, je ne vais pas faire la publicité de la cité. Mais les camarades qui étaient là, donc ont pris ça pour du pipeau. Il y en a qui sont allés donner de l'argent pour 1 an de loyer aux bailleurs, aux bailleresses et tout. Mais sauf que, au moment indiqué, la communauté urbaine de l'époque avait tout rasé. Il y a eu des pleurs. Mais aujourd'hui, nous voyons que ça a décanté beaucoup de choses. Bien sûr. Et avant cela, ça a été un voyage d'observation. M. Timiévouna avait fait un voyage d'observation. Parce que quand vous ne parvenez pas à transformer les choses chez vous, vous allez voir comment ça se passe ailleurs, vous l'appropriez et vous venez implémenter. Nous pouvons être dubitatifs et tout, mais nous disons, les maçons, ils se jugent au point du mur, au pied du mur. Et il y a un de vos téléspectateurs qui a, il y a un message où mon nom revenait Madame Bengono, mais à la fin il a dit, allez à Polytechnique, vous comprendrez Madame Ngessele que vous n'aurez plus besoin, le président n'aura plus besoin d'aller chercher ailleurs. Pour moi c'est une satisfaction, s'il reconnaît au moins que ces piètres pays, ces pays où on ne peut rien faire de bon, forment des bons ingénieurs. Mais puisque nous sommes dans un monde ouvert,
bien que nous ayons des gens bien formés, nous avons besoin de la plus-value. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Et l'ouverture à l'autre est comment dire, nécessaire. Bon, peut-être le souci pour lui est qu'on prenne d'abord une bonne quantité au Cameroun. Et ce qu'il fait également dire, parce que si on prend la majorité à l'extérieur, à un moment donné, ce qu'il faut également dire, le transfert des technologies reste comme un vœu pieux. Parce que dans tous les États du monde, il y a eu des politiques mises en place par les États pour aller capter. Par exemple, quand vous voyez la Chine, les gens disent que oui, avant ils venaient demander ici. Vous savez comment la Chine se développe? Parce que les Occidentaux avaient délocalisé leurs entreprises vers la Chine, vers l'Asie, le Japon, pour la main-d'œuvre amoindrie, et également pour la proximité avec la mer. Ils avaient peur de la pollution. Ayant installé les usines sur place, c'est comme ça que ces citoyens, les citoyens de ces pays ont capté, parce que les autorités politiques de ces pays ont eu l'intelligence d'envoyer des étudiants assez outillés intellectuellement pour aller capter. La Chine est comme l'eau qui a lavé le visage des Occidentaux. Parce qu'ils se disent qu'ils ont fait une faute. Donc ils ne feront plus avec les autres. Avec les autres, ils sont plus regardants. Et c'est pour cette raison que lorsque vous entrez dans le champ de la coopération ou bien des relations internationales, on viendra, Madame Guessele, ici, vous proposer des caméras haute définition. Moi, ils ne prendront jamais sur eux de vous faire envoyer des techniciens d'ici pour se faire former là-bas, parce qu'ils ont peur de les amener à comprendre comment les choses se passent. C'est pour cette raison que c'est un jeu malin. C'est un jeu. C'est pour cette raison qu'on cette délégation avec ce personnage-là devait être regardant ce personne-là pour paraffer, n'est-ce pas, des documents qui sont importants pour le Cameroun. Nous avons l'uranium, nous avons l'or, nous avons le bois, nous avons tout. Le Cameroun doit aussi dire à la Chine, si vous ne faites pas ci, on ne peut pas faire ça. Si vous voulez avoir ceci, donnez-nous ceci. C'est ça qu'on dit. Je respecte le temps de parole parce que justement, je pense que j'ai donné une minute. Madame, je dis ceci. C'est pour cette raison que nous pensons que chaque fois que nous allons à la rencontre de l'autre, nous devons avoir la perspicacité. Au fur et à mesure que nous évoluons, nous posons des conditions. Au départ, vous ouvrez. Quand les gens entrent, vous leur dites que vous voulez ceci, vous allez faire ceci. Alors nous l'avons vu avec la construction de ce Parlement, parce que, Madame Guessele, je vous invite à y faire un tour. Vous verrez des ingénieurs camerounais qui travaillent avec les Chinois. Or, lorsque nous avons vu avec les stades, où les pouvoirs publics étaient sortis pour demander aux Chinois, employer également les Camerounais, vous savez comment ils fonctionnaient? C'était nuitamment qui faisaient des grands travaux. Et de journée, ils faisaient tout ce que tout le monde peut faire. Mais aujourd'hui, avec le Parlement, pour sortir. Avec le Parlement, ils ont appris à leurs dépens qu'il faut être regardant. Parce que avec le stade, ils n'avaient pas construit le Parlement, ils avaient signé des accords de transfert de technologie. Ils se sont fait flouer. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils doivent être regardants. C'est ce que nous ils ont été intubés jusqu'ici et qu'on peut espérer que cette fois, ils ne seront pas bernés. On a validé. Ils seront toujours bernés. Cette émission parce que la Chine nous envoie des gens ici qui font encore des beignets. On nous a donné la parole. Bon, je voulais juste ajouter. Non, n'ajoutez pas. On n'est pas autour d'une bière. Mais c'est que les autres ont un peu lésé. J'ai donné la parole. Vous n'étiez pas lésé. Vous avez parlé avant elle. J'ai donné à chacun un dernier tour. Donc vous n'êtes pas lésé. On respire. Voilà. Je prends une transition et je reviens pour la suite.
Info Télévision. L'émission, c'est le grand soir de lundi à vendredi, bien sûr. Nous sommes ensemble, on échange sur des sujets qui font l'actualité. Et après la sortie du président de la République et son départ pour Pékin, il y a également la situation de l'immigration qui nous intéresse. Je le disais à l'entame de cette émission, la hausse du chômage et les difficultés économiques incitent donc le gouvernement canadien à réduire le nombre d'immigrés jusqu'ici accueillis massivement. On le sait, Robert Alain Lipotis, c'est votre secteur d'activité. Vous avez décidé de décourager un peu les Camerounais qui immigrent clandestinement, mais vous souhaitez que tout le monde prenne le bon chemin. On a donc en ce moment le Canada qui était le nouvel Eldorado des Camerounais qui décide de refermer les portes à ces autres travailleurs. Le Premier ministre Justin Trudeau a donc annoncé la semaine dernière, il a commencé par Ottawa, qui était d'ailleurs l'une des destinations les plus prisées, pour dire qu'ils allaient réduire tous ces programmes-là qui ouvraient les portes aux gens partout dans le monde. Une mauvaise nouvelle pour les Camerounais ou une bonne nouvelle pour le gouvernement camerounais qui bagarre depuis quelque temps pour bloquer ses frontières afin d'empêcher tous ces Camerounais-là qui voudraient s'évader. C'est une bonne nouvelle, mais pour les Camerounais qui veulent partir... c'est une gifle quand même. Non, il faut dire que c'est une situation qui concerne tout le monde. La restriction de la migration canadienne, il faut déjà dire que c'est un programme qui a été mis sur pied. Et ce n'est pas le premier programme au monde. L'Espagne a mis sur pied ce programme autour des années 90-2000. Il fallait booster leur économie par le secteur agricole et les travaux publics. Quand ils ont atteint leur objectif, ils ont arrêté. Je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment du côté du Canada. Et chaque projet, chaque programme a toujours un objectif à atteindre. Et la durée de vie également d'un programme ou d'un projet existe. Et ce n'est que ceux qui ont mis sur pied leur projet ou leur programme qui savent s'ils ont atteint leur objectif ou pas. Et moi, je pense qu'en ce moment, le Canada est en train d'atteindre ses objectifs et ils veulent maintenant limiter. Et justement, la migration est une niche en réalité. Ça profite à tout le monde, au pays de départ, au pays de transit, d'accueil et même à la communauté internationale. Donc, vous ne savez pas combien cette migration canadienne coûte. De manière officielle, on verse beaucoup d'argent au gouvernement canadien. Ça, souvent, les gens n'en parlent pas. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Donc, du coup, si le gouvernement canadien, ils ont regardé au niveau de leur balance, de leurs statistiques, ils s'en ont rendu compte qu'ils sont en train d'atteindre des objectifs. Et il ne faut pas aussi oublier que cette migration, quand on la fait de la mauvaise manière et commence à créer des problèmes aux nationaux qui sont là. Vous avez vu, par exemple, en Afrique du Sud, où à un moment donné, les Sud-Africains pourchassent les Namibiens, les Botswanais, les Zimbabwéens, disant qu'ils viennent ou alors qu'ils partent justement s'accaparer de leurs emplois. Donc ça peut créer un problème. Justement pour les États assez avertis, comme le Canada, c'est l'un des grands pays au monde, ils essaient un peu de peser de tous les côtés pour voir est-ce que les logements, est-ce que c'est encore important, est-ce qu'on a encore des logements pour loger des gens. Est-ce que le système de santé marche encore bien pour accueillir tout ce beau monde? Je rappelle que en novembre 2023, ils ont fait un plan triennal en quelque sorte, où il fallait accueillir en 2014 485 000 immigrants, en 2025 500 000 et en 2025, 26 je veux dire 500 000 également. Apparemment, en une année, vous êtes allé un peu trop. Oh oui, ben ça, c'est, on dirait que peut-être ce sont eux qui ont mal géré le programme, mais on ne peut pas aussi les accuser parce qu'on suppose qu'il y avait beaucoup de dépenses, beaucoup de demandes. On a dû, c'est un peu comme ce qui s'est passé au Cameroun avec le projet fiduciaire Union Européenne OIM pour la protection et l'intégration des migrants camerounais. Il était question d'accueillir 850 Camerounais en 3 ans. Mais il y a eu un boom, à peine 2-3 mois que le projet a commencé, on avait déjà accueilli plus de 3000 Camerounais. Vous voyez que et ça a tout basculé. Ça fait maintenant qu'on allait dans tous les sens. Et donc il arrive comme ça, qu'on monte un projet
et à un moment donné, qu'on se rend compte qu'on atteint les objectifs un peu plus tôt que prévu. Donc, apôtre Charlemagne Adam, c'est un changement radical pour le libéral Trudeau qui nous a quand même annoncé les couleurs en 2022 avec ce programme où il ouvrait les bras à tous ceux-là qui, même dans des pays en guerre et tout, étaient mal. Ils avaient eu un besoin de main-d'œuvre très, très exprimé au Canada et les gens ont couru de partout. Et en tête des listes, les Camerounais, parce que j'ai regardé un peu les chiffres, en termes d'immigrés au Canada, le Cameroun vient en tête et de très loin. La France, le Cameroun en deuxième. Non, moi je parle d'Afrique. Ah, d'Afrique, oui, c'est pas l'Afrique. Je pense que c'est le Cameroun. Donc, ils sont très, très nombreux à courir vers le Canada. Aujourd'hui, Trudeau décide comme ça, brutalement, parce qu'il n'a pas quand même annoncé la couleur, c'est un peu brutal, de couper les entrées, et il dit non, on prenait les temporaires 1 an, 5 ans, 10 ans, et puis c'était à durée déterminée, parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs que tous ces départs-là, c'était des contrats à durée déterminée, parce qu'on comptait les voir répartis peut-être après avoir construit aussi le Canada, et apparemment vous êtes déjà trop nombreux au Canada, on vous dit c'est bon. On voulait une quantité, on a atteint nos objectifs, maintenant restez chez vous, et ça frustre quand même ceux-là qui savaient que le programme allait jusqu'en 2026, c'était connu de tout le monde, et on se disait c'est ouvert jusqu'en 2026, maintenant on coupe en 2024. Comment on digère ça? Voilà, il faut d'abord saluer. Moi-même je faisais mes dossiers. Non, il faut saluer d'abord ce Premier ministre. Ah d'accord. C'est un vrai Premier ministre. Pas les faux premiers ministres qu'on trouve un peu partout dans certains pays-là. Les ministres, des premiers ministres qui prennent des décisions qui marquent le monde entier. Bon, vous voyez, c'est un programme et il fait tout pour l'intérêt de son pays, le Canada. Je ne vois pas pourquoi un Camerounais viendra pleurer sur votre plateau ici. Hein? C'est pour le Canada. Chaque citoyen doit travailler pour son pays. Il n'y a que des pays comme le Cameroun, on a fini de zombifier les gens, où la compétence n'a pas de valeur. C'est-à-dire un ingénieur qui allait apprendre peut-être à construire des routes. Prenons juste l'exemple là, à l'extérieur, quand il revient ici chez nous, on lui pose encore des conditions bizarres. On a vu des professeurs d'université à la télévision dire qu'on leur propose des choses bizarres. Ouais. Et qu'ils refusaient. Bon, je ne comprends pas. Si ces choses-là qu'on propose à ces gens, c'est ces choses-là qui donnent des compétences. Non. Voilà pourquoi le Cameroun est comme il est là. Moi, je ne vois pas pourquoi on prend une décision au Canada et puis moi, ça vient me gêner ici. Nous avons tout un pays à reconstruire. Nous, au Front démocratique du Cameroun, au Front démocratique, révolutionnaire, nous disons toujours que le Cameroun est un pays qu'il faut absolument refonder. Nous attendons un président qui viendra demander la main d'œuvre pour la construction, n'est-ce pas, de l'autoroute. On n'a pas de raison de partir. On n'a pas de raison de partir. On n'a pas de raison de partir. J'ai causé avant-hier avec un jeune au niveau de Mbalmayo qui m'a dit qu'il avait travaillé pour un moment au niveau de l'Embe et qu'on lui donnait 150 000 francs le mois. On lui donnait 150 000 francs le mois. Vous pensez que les jeunes qui passent le temps à conduire les motos un peu partout là, ce sont des main-d'œuvre qu'on peut récupérer, qui peuvent nous aider à construire les autoroutes à n'en point fini dans notre pays. On peut recruter cette main-d'œuvre là pour relancer l'agriculture, pour l'élevage. On peut, n'est-ce pas, utiliser cette main-d'œuvre là pour nous soigner. Parce qu'on a des milliers et des milliers de médecins en France. Ils font quoi là-bas? Ben, vous voyez, les gens qui nous dérangent ici dans ce pays, quand ils ont moindre souci de santé, on est dans un avion médicalisé pour l'Europe. Alors que normalement, on devait avoir cette compétence-là sur place. Bon, maintenant, ils ont fait un programme, c'était pour un temps déterminé. Bon, les Camerounais, comme d'habitude, sont allés vers là. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont allés aussi de ce côté-là. Parce que vous savez que c'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais encore à l'école primaire, que le Cameroun et le Canada sont les deux pays au monde qui parlent l'anglais et le français. Donc vous comprenez donc que un Camerounais se sent à l'aise au Canada.
De la même manière que si quelqu'un vient de ce côté-là, ici chez nous, il va se sentir à l'aise. Sauf que l'enseignant, à l'époque, a refusé de nous faire comprendre que même là-bas, c'est que il y a un côté qui est francophone et un côté qui est anglophone. Bon, ici chez nous, par exemple, nous n'avons pas ce problème, c'est que c'est les gens qui sont venus nous imposer cela, mais en réalité, le Cameroun ne devrait pas aujourd'hui avoir des soucis avec sa jeunesse. On a lancé ce qu'on avait appelé ici à l'époque la société de transport qu'on appelait Spéci, qui devait transporter les Camerounais ici à Yaoundé, qui devait continuer à Douala. Cette société-là est morte. Décédée parce qu'on a voulu me vendre cette carte-là. J'ai dit non, moi je n'achète pas. Je préfère payer le transport qu'on me demande parce que je vous connais. D'ici quelques temps, vous allez nous dire que ça ne peut plus continuer. Donc, aujourd'hui, ce que je peux dire à mes compatriotes qui sont là-bas au Canada, c'est de revenir au pays. M. Biya va partir bientôt avec sa clique. On aura à rebâtir le Cameroun. Ceux qui sont là-bas, c'est pour ceux qui bon, ceux qui sont ici, patienter, c'est juste une affaire de mois. C'est juste une affaire de mois. Patienter, ne faites plus les dossiers. Patienter parce que nous avons ce pays-là que nous devons absolument bâtir. Et quand nous allons bâtir le Cameroun, c'est des gens qui vont quitter maintenant le Canada pour venir, n'est-ce pas, visiter le Cameroun. Fadima Toumimche Bengono, l'information elle est tombée comme un coup près au milieu d'un mouvement très poussé d'immigration des jeunes Camerounais et même des plus vieux, puisque ce n'était plus qu'un problème de jeunesse. On a vu des gens laisser leur emploi ici, porter toute la famille pour aller s'installer du côté du Canada. Ça a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre et de salive, puisque l'État du Cameroun a même décidé pour les cas des enseignants et autres de mettre des mesures dissuasives au niveau des aéroports, c'est pour dire à quel point la saignée était importante. Et là, le Canada nous aide d'une certaine manière à limiter les sorties vers cette destination-là. Vous savez, Madame Guessele, il y a un adage qui dit que l'herbe est toujours verte chez le voisin. Ouais. L'herbe paraît toujours plus verte chez le voisin. C'est quand vous y êtes que vous constatez qu'il y a également des feuilles jaunes. Quand je le dis, c'est pour dire quoi? Ceux qui sont allés au Canada pour des raisons professionnelles se rendent bien compte qu'il y a des contingences qui peuvent amener un État à ne plus remplir ses obligations. Et le Canada était parti pour 485 000 immigrants en 2024, 500 000 pour 2025 et 500 000 pour 2026. Sauf que sans crier garde, l'Assemblée nationale a acté également, il faut le dire que ça a été décidé déjà au niveau de l'Assemblée nationale et le président a anticipé pour dire on ne reçoit plus. Ils ne reçoivent plus parce que, comme le disait M. Lipoti, ils ont atteint leur objectif. Il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est l'altruisme. En aucun moment dans la vie des nations, des États, il y a l'altruisme. Lorsque le Canada se rend compte qu'en 2 ans, ils sont passés de 300 000 à 600 000 immigrants, ça leur a fait peur. Et il faut voir qu'au niveau d'Ottawa, le taux de chômage a drastiquement augmenté. Ils se rendent compte qu'on ne va pas continuer à recevoir des gens. On avait besoin d'eux. Parce qu'il faut dire, Madame Nguesele, l'affaire du Canada ne commence pas aujourd'hui. Avant, c'était des procréations. On recevait plus de femmes parce qu'on avait besoin des enfants, des jeunes. La population était vieillissante. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte, il paraît que les femmes n'ont pas fait suffisamment d'enfants. Les femmes africaines qui immigraient par là n'ont pas fait suffisamment d'enfants parce que quand elles faisaient des enfants, on les payait par enfant. C'était carrément un boulot. Et moi, je parle des histoires des années 2000. Alors, maintenant, ils ouvrent les frontières parce qu'ils ont besoin de la population active. Parce qu'il faut le dire, là-bas, contrairement à ici chez nous, où nous avons les travaux informels, tout, vous payez l'impôt pour tout. Et l'État pour fonctionner a besoin de ces impôts. Donc, le Canada avait besoin de la population active pour revitaliser son économie, pour financer les services publics. Il a suffisamment eu des CDD, comme vous l'avez dit,
Et maintenant, ils essaient de resserrer le taux. Et il faut le dire, ceux qui sont interdits, ce sont ces gens-là qui arrivent et pensent qu'ils vont travailler comme, comment dire, il y a des gardiens, tout ce que vous pouvez imaginer, parce que ce sont ceux qui ont un salaire qui coûte de 27,47 euros. 47 $ l'heure. Ce sont ceux-là. Et parmi ceux-là, il faut comptabiliser, il y a beaucoup d'étudiants. Bon, là où ça va faire grincer les dents, parce que ceux qui vont au Canada ne sont pas forcément ceux qui vont y chercher du travail. Il y en a qui vont étudier. Et entre l'école et ils font autre chose pour arrondir les fins du mois. C'est la mauvaise nouvelle pour les Camerounais, pour les Africains qui envisageraient s'y rendre. Peut-être dans le cas des études, c'est qu'ils ne pourront plus avoir des CDD, des petits jobs pour appuyer. Ça va asphyxier les parents. Bon, la satisfaction, je vais le dire. Vous savez, le Cameroun est l'un des rares pays qui n'a jamais rien formé. Il ne forme pas les enseignants, il ne forme pas les infirmières. Sauf que c'est là. Ce sont ces enseignants-là qui sont sollicités au Canada. Pour quelle raison? Peut-être parce qu'ils sont très mal formés. Ce sont ces médecins, ce sont ces infirmiers qui sont reçus en grande pompe au Canada. Peut-être pourquoi? Parce qu'ils sont très mal formés. Vous comprenez, vous voyez un peu le dilemme ou bien la contradiction qu'il y a entre ce que nous pensons de nos concitoyens qui sont formés dans des écoles camerounaises et qui travaillent pour le Cameroun et qui sont très sollicités là-bas. Donc voilà un peu la contradiction qu'il y a entre ce qui est dit et ce qui est. Maintenant, quelque part, c'est une bonne chose pour le Cameroun à partir du moment où ceux-là qui pensaient que le Canada était l'Eldorado dont ils rêvaient tant, on apporte déjà l'éclaircie que ce n'est pas de manière définitive que vous allez vous installer là-bas. C'est des contrats à durée déterminée. Ça veut dire qu'après 5 ans, on peut vous demander de déplier bagage. Et entre-temps, vous aurez abandonné votre matricule pour aller au Canada. Et vous reviendrez faire quoi? N'ayant plus la capacité, la possibilité de rentrer, ils vont commencer à errer partout et devenir des SDF. Or, ici, au Cameroun, quand on peut avoir un logement à prix raisonnable, avec ce qu'on a comme salaire, ce n'est pas toujours la même chose là-bas. Et il faut aussi dire que le Canada, je peux dire que... Des logements, là, il faut laisser. Non, je dis, non, pour le logement, quand je dis tout le monde ne vit pas à Yaoundé, tout le monde ne vit pas à Douala. Par exemple, quand je vais chez moi à Fumbot, je ne vais pas aller louer une maison qui coûterait 50 000 ou 20 000. Ma maison, je peux louer une maison à 30 000. C'est possible. Parce que là, je suis au village. Tout le monde ne vit pas à Yaoundé. Tout le monde, malheureusement, tous les fonctionnaires du Cameroun ne sont pas concentrés à Yaoundé. Le problème de logement dont vous parlez, c'est un problème sérieux, ça nous le savons. Il faudrait bien, de temps en temps, on dit qu'il faut bien que l'État essaie de regarder de ce côté-là parce que les bailleurs, ils en font à leur tête. Il faut bien que l'État essaie de regarder. Mais lorsque je parle de logements qui seraient peut-être accessible ici, dans l'arrière-pays, ou bien ici, par rapport à là où il se trouve, ça se trouverait très difficile. Et il faut aussi comprendre que l'environnement mondial, où l'immigration devient un problème, vous voyez, ça crie de partout. En France, ça crie. En Espagne, ça crie. En Italie, ça crie. Vous comprenez que le Canada se dit, ben, il faut bien que je mouille ma barbe. Si les autres qui ont passé le temps à accueillir se plaignent, il ne faudrait pas que je me retrouve dans cette situation-là. C'est là où je me dis, c'est pour cette raison qu'ils ont ouvert les yeux et dit, à force de les recevoir, nous n'aurons même plus là où mettre nos têtes. Et vivement, c'est l'occasion de dire que chaque fois que ça brûle, c'est pour cette raison qu'on dit, quand il pleut dehors, on court dans la maison de sa maman. Et la maison de la maman, pour nous tous, c'est le Cameroun. On ne peut jamais fuir le chez-soi. Il y en a dans de chez nous qui disent que le chez vous n'est jamais très loin, le chez-soi n'est jamais très loin. Mais chez l'autre, c'est très loin. Donc, il faut toujours penser à améliorer les choses à la maison. C'est vrai que les choses ne sont pas comme nous voulons qu'elles soient. Nous aimerions avoir plus de facilité, nous aimerions avoir beaucoup plus. Mais toujours est-il que la maison est encore mieux que chez l'autre. Elhad Mariga Ibrahim, elle le disait tantôt, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, peut-être pour le Canada, c'est qu'ils ont atteint leurs objectifs d'accueil et que désormais, ils ne veulent plus, le chômage commence aussi à les toucher. Restez avec le reste chez vous, construisez vos pays. Et la mauvaise pour certains Camerounais, c'est qu'ils avaient vu au Canada
l'Eldorado, l'herbe verte qui est chez le voisin et qui n'iront plus cueillir pour l'instant. Ah oui, vous allez... Moi, je voulais tout d'abord féliciter le gouvernement Canadien. Ah d'accord. Finalement, tout féliciter dans quel sens c'est une leçon. Il faudrait aussi retenir dans nos États africains l'organisation d'un pays, parce que le Canada c'est un État fédéral. À dire, ils ont, n'est-ce pas, programmé quelque chose. Compte tenu d'un constat fait, le vieillissement de la population, ils voulaient le développement de leur pays, donc pour eux il fallait importer la main-d'œuvre. Si vous vous souvenez de Sarkozy, qui avait voulu, n'est-ce pas, appliquer la même chose en France avec l'immigration choisie. Ça dit selon le besoin du pays, selon la capacité, n'est-ce pas, de l'individu à pouvoir donner pour la France, qu'il vienne s'installer en France. Les Allemands font aussi à peu près la même chose. Vous voyez l'importation de la main-d'œuvre qualifiée. Donc le Canada, n'est-ce pas, ils sont réunis. Dans les deux grandes chambres, ils ont accepté les États fédérés. Ils ont compris qu'il fallait absolument, n'est-ce pas, avoir de la main-d'œuvre pour booster l'économie. Secteur après secteur, vous voyez, on fait partir, ils ont sous-traité avec d'autres États, n'est-ce pas, particulièrement le Cameroun. Vous voyez, l'immigration au Canada a beaucoup donné. Moi, je ne dirais pas que ça n'a rien rapporté à ceux qui ont su économiser pour faire quelque chose, parce que ce n'était pas des petits salaires. Hein. Parce que quand vous arrivez là-bas, on vous réformait, on vous mettait à l'œuvre pour voir, n'est-ce pas, on vous adaptait au contexte. De là, tout de suite, vous avez un travail bien rémunéré qui a aidé des familles. Nous voyons ça partout. Donc, vous comprenez, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Donc, l'État, n'est-ce pas, canadien nous a montré comment un État doit être géré. Par le recensement, la connaissance de sa population, la connaissance du besoin de sa population et le bon suivi. Ils ont donné le quota, ils ont compris aujourd'hui qu'ils ont atteint. Donc, il fallait, n'est-ce pas, une restriction qui ne veut pas dire l'arrêt définitif. Même en ce moment, il y aura, n'est-ce pas, donc quand il y a un besoin, oui, ils vont appeler d'après peut-être un secteur ou bien ils vont demander. Mais ça ne peut pas être la vague comme on a vu, n'est-ce pas, Mais ce qui est sûr, moi je me dis c'est une bonne chose. C'est l'exemple d'un État ordonné, organisé. Ils ont su vite. Maintenant, la restriction vient, n'est-ce pas, faire un arrêt quand même. Pour nous les Camerounais, on peut se plaindre des familles. Parce que beaucoup, suffisamment, se sont préparés. Et comme vous avez dit, les étudiants, ceux qui vont là-bas dans le cadre des études, n'est-ce pas, peuvent partir, mais qui ne passent pas avoir, n'est-ce pas, de contrat à durée déterminée. Voilà. Donc, ils peuvent se battre. Ça peut être beaucoup plus difficile. Absolument. Mais nous disons que ce programme-là que l'État canadien a mis a aidé beaucoup de familles. Il faut le reconnaître et beaucoup de familles vont regretter en ce moment. Donc moi je me dis c'est un problème de la patience. On est d'accord. On ne peut pas forcer la main à un État. Bien sûr. Puisque la vie continue, il y aura, n'est-ce pas, de postes. Donc petit à petit, peut-être qu'ils vont reformuler, n'est-ce pas, maintenant, et adapter ça maintenant, n'est-ce pas, à leur programme. Oui. Parce que ce soit Fadima Touré, moi j'ai apprécié, vraiment les analyses, ça c'est vrai, c'est ça. D'accord. Donc on peut se plaindre aujourd'hui, mais demain ça peut. Ça peut changer. Ça peut changer. Oui, je voudrais dire une chose, une toute petite chose, c'est que, contrairement à ce que certaines personnes pensent, la migration canadienne concernait des personnes hautement qualifiées. Exactement. Hautement qualifiées. Voilà. C'est-à-dire à partir de la licence, master, ainsi de suite. Ce n'était pas de la professionnel. Donc c'est arrivé sur place en fonction des postes de travail que quelqu'un pouvait avoir un doctorat et se retrouver en train d'exercer comme par exemple chauffeur, je dis n'importe quoi. Mais
elle était également une migration hautement sélective. Sur ceux qui ont une qualification professionnelle. Oui. Parce que le diplôme, c'est autre chose. La qualification professionnelle suppose que tu es passé par une école de formation. Moi, je connais quelqu'un qui arrive au Canada avec des diplômes de PLEC, donc professeur de lycée de collège. Ben, elle a été rétrogradée en tant qu'enseignant du primaire. Donc il faut faire très très attention. Et la vague des Camerounais, ça c'est important aussi à dire, est que ça démontre au visage du monde entier que les Camerounais sont des personnes intelligentes au monde. C'est pas en Afrique, mais c'est au niveau du monde. Parce que quand on vous dit que la plupart des migrants qu'on accueille au Canada, c'est des Français, suivis directement des Camerounais. Là-bas, c'est pas nos choses qu'on fait ici ou des copinages. Non, c'est pas ça. Donc, on analyse en fonction des textes compétents. Donc, c'est pour cette raison que je vais également aller dans le même sens. Ça, je le dis tout le temps. Vous avez dit le Cameroun est libre. Moi, je dis que le Cameroun est vierge. Il n'y a rien pour le moment qui est, je ne dis pas que rien n'est fait, mais je dis quand vous regardez par exemple l'agriculture, vous quittez Yaoundé pour Douala, une route que tout le monde connaît, les forêts c'est partout, vous ne verrez pas une seule plantation, vous allez au marché pour acheter le plantain, il faut être au cadre aujourd'hui, même le riz qui venait à un certain moment là qui était moins cher, comment ça peut s'expliquer? Donc nous sommes un pays vierge, un pays pétri d'intelligence. Nous devons tout simplement ensemble s'asseoir et développer ce pays que j'appelle le meilleur pays au monde. Nous avons tout ce qu'il faut. Bonsoir à vous en studio. Écoutez, même ces pays étrangers là vont se fatiguer de nous. Déjà avant, tous ces pays demandent déjà des conditions d'adhésion à ces pays en termes de compétences intellectuelles. C'est ce que vous étiez tous en train de dire. Donc tout est déjà sur mesure de ce côté-là. C'est Vincent Ateba qui nous écrit depuis une vanne. Bonsoir à vous, plateau, ne découragez pas les gens. Nous, on va tous partir. Que le gouvernement en place reste bien gérer les choses. Entre eux, le pays les appartient. Bonsoir Maman Rosalie et aux membres du plateau, sauf aux gens du RDPC. Maman Rosalie, ça ne va pas nous freiner. Il y a la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui recrutent massivement. Tant que M. Biya et ses amis sont là, nous on part. Dès qu'ils vont dégager, nous allons rentrer. On ne part pas parce qu'on n'aime pas notre pays, bien au contraire. Seulement le temps n'attend personne. Les enfants vieillissent sur place. Dans votre pays, là, restez à écouter les gens du R et raconter leur vie sur les plateaux de télé et pourtant on a des problème. Autre réaction enregistrée, Rosalie. Bonsoir, le ministre de l'administration territoriale cherche quoi là-bas? Je suppose à la suite de Paul Biya. Sinon, apprendre comment les Chinois avaient maté le printemps de Tiananmen en 2025. Rosalie, le Canada ne fait qu'une simple régulation, comme dit le littéraire sur le plateau. Tel secteur est déficitaire en ressources humaines, eh bien, on ouvre les vannes. Les objectifs sont atteints, eh bien, on le fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est M. Zigli qui nous écrit Zigli a compris. Ce soir. Bonsoir le grand soir. C'est la restriction qui est temporaire ou c'est la restriction de l'immigration temporaire? Parce que c'est bien différent. Toi, tu as lu quoi écrit là-bas? C'est en français, non? Est-ce que j'ai dit restriction temporaire? C'est la restriction de l'immigration. J'ai écrit restriction de l'immigration temporaire. Parce que moi, c'est des CDD, c'est temporaire. Toi, tu reviens encore me demander que c'est la restriction de l'immigration ou c'est la restriction. Lis ce que j'ai écrit là-bas. C'est en français encore. Enfin, on a des difficultés pour lire. Bonsoir au plateau. Cette dame n'a pas raison. Depuis que nos dirigeants vont en Chine, bon, on a aussi mélangé, ils sont déjà rentrés avec quoi? Donc, pour arranger la nationale numéro 1 Garoua-Maroua, il faut aller en Chine. Pour faire la route Douala-Bafoussam, il faut aller en Chine. L'autoroute Douala-Yaoundé, c'est après le retour qu'ils vont finir. C'est Thiéba d'Afrique. Pour le reste, nous, on va seulement partir. Ok, bye. D'accord. Il faut reconnaître que le gouvernement camerounais a fait ce qu'il pouvait, hein, vraiment. En 42, 137% de résultats, 90% de détournement et corruption et de chômage. Madame Bengono, s'il vous plaît, j'ai une question. Le Cameroun se porte bien ou encore le peuple camerounais se porte comment? C'est Audran qui pose la question.
Bonsoir Rosalie, le monsieur en casquette ne connaît rien. Non, j'avais déjà lu l'autre là. Bonsoir Rosalie, j'admire le calme de Madame Bengono et son argumentation. Que l'apôtre en casquette écoute bien la leçon. Mon est fan depuis Djoum. Ah bon. Bonsoir Madame Rosalie, brillant débat. Que la dame du RDPC cesse d'être hypocrite. Avant, le Cameroun envoyait le riz en Chine. Comment ça se fait que ça soit inversé aujourd'hui? Autre réaction. Bonsoir à toute la chaîne. Beaucoup de jeunes préfèrent sortir du pays pour aller poursuivre leurs études à l'étranger et avoir plus d'opportunités d'être employés. Pour construire notre pays, il faut changer tout. Même le système actuel. Les jeunes sont au chômage et c'est dangereux car c'est la raison même des immigrations clandestines. On va aller au Bénin. Boniface du Bénin parle ce soir. Votre émission est très intéressante. Ce sont des sujets d'actualité. Construisons notre Afrique. Elle a besoin de nous pour son éclosion. Boniface depuis le Bénin. Autre réaction, n'appelez pas s'il vous plaît. Et cette fois on repart en Guinée-Conakry. Rebonsoir Tata Rosalie, moi je suis très d'accord avec ton panéliste. Le Cameroun est à reconstruire depuis la fondation. Le Cameroun forme des techniciens, des ingénieurs, des journalistes, des enseignants et des médecins. Combien sont employés? Et même ceux qui sont employés gagnent combien? Tata Rosalie, moi je suis technicien spécialisé en chaudronnerie, soudure et montage formé au Cameroun, du secondaire jusqu'à la formation professionnelle CFPE de Douala. Première promotion depuis le stage n'est pas facile. Déjà, le stage n'est pas facile à avoir. Tata Rosalie, si on me propose de travailler pour mon pays dans des conditions adéquates, je sauterai dans le premier vol pour venir travailler dans mon pays. C'est Narcisse Florent depuis vous serez bientôt là. Doubreka en Guinée-Conakry. Bonsoir Madame Rosalie, le pays est pourri, d'où l'immigration de la population camerounaise vers l'extérieur. Si tout ne dépendait que de moi, tout le monde quittait ce pays et on laissait le pays au chef de l'État et à tout son petit gouvernement. C'est de trop. On parle, rien ne change. Tu veux même parler, on te fait arrêter par les forces de l'ordre. À quel moment nous sommes libres de parler? 42 ans au pouvoir, rien de concret. C'est quel cœur ça? On peut être méchant comme ça jusqu'à le RDPC veut se représenter. Même si le Canada ferme ses portes, même par route, nous irons. Dieu va punir ce parti politique à jamais. La dame qui dit quand il pleut là où on couvre la maison de sa maman là. Êtes-vous au courant que les jeunes souffrent malgré les diplômes qu'on amasse pour couper courant? Le père est vieux qui dépose les armes même dans sa jeunesse. Bon, le message ne continue plus. Je suppose qu'il avait encore à dire. Absolument. Pour participer au débat, je dirais que l'État du Cameroun doit tout faire pour employer ces jeunes. Trop de corruption dans les concours. Or, bien avant, les Camerounais sortaient étudier et revenaient dans leur pays pour occuper les hautes fonctions. Jean-Marie Vianney-Fouet qui nous écrit. Ma bien-aimée Rosalie, je t'ai envoyé la vidéo du nouvel échange. Bon, je vais regarder après, en pleine émission. Je ne peux pas voir des vidéos. Bonsoir Rosalie, à ton panel, vraiment les discours des vrais Camerounais, c'est-à-dire les militants du RDPC. Ça crie partout. Notre continent peut-il être envié par un travailleur d'un autre pays? Je ne crois pas. Nous qui avons les nôtres au Tchad, voisins, sommes en train de regretter. Si ce n'est pas que les gens font de l'usure avec l'argent des gens, qu'est-ce qui peut justifier le fait que l'OBC, par exemple, ne peut payer les perdièmes de correction des examens? Un pauvre enseignant corrige et attend les perdièmes là pour payer un sac de maïs. Il faut attendre 2 ans et je dois vanter mon pays. Les choses semblent aller de mal en pire, du moins pour nous les en bas. C'est Bertrand qui nous écrit depuis Garoua. Pour ceux qui félicitent le Premier ministre du Canada, là, je demande s'ils connaissent les réalités de ce pays. Bonsoir, c'est Patrick. Dis-nous le contraire, que de venir dire à ceux-là de ne pas féliciter. Viens nous dire ce que toi tu as vécu. Bonsoir à tous. Que les marionnettes du RDPC nous excusent. Nous, on va partir. Partez. Partez. Il n'y a pas la Méditerranée avant. Bonsoir à tout le panel. Nous sommes là. Bango bango. Un jour, on aura le travail. C'est Salvador depuis Guidera. Bonsoir. La femme qui parle là n'aime pas le pays. C'est Dylan Atangana depuis Yaoundé. Bonsoir Madame Guessele. Introduction 1. Non, je ne vais pas débattre de ce sujet. C'est pas pourquoi vous insistez.
Allez, on va s'intéresser à notre dernier arrêt. On va faire l'exercice habituel. On va gérer le temps qui nous reste. On va se dire quoi 3 minutes, 3 x 4, 12. Oui, ça peut se faire. Donc, on va dire 3 minutes. C'est le temps que je vous donne. Respectez simplement. Sinon, après, je serai obligé de prendre ma matière et je n'aime pas l'utiliser. Vous le savez. Alors, on parle justement de cette rentrée scolaire qui est en péril du côté du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Là, j'ai démarre avec vous, El Hadj Maïriga Ibrahim. Il se trouve que les nouvelles de tension, une fois de plus, viennent de ce côté-là. On impose entre les voitures qui doivent avoir des couleurs, des jours où on n'a pas le droit d'ouvrir ce sempiternel problème qui ne veut pas finir. Et pourtant, quand même, on a de bonnes nouvelles, puisqu'il y a des structures étrangères qui ont décidé, comme l'Union européenne, d'affecter 1,7 milliard de francs CFA pour l'éducation des enfants affectés par la crise dans le Nozo. Mais sur place, on n'est pas très ouvert à avoir une fois de plus une envoie des enseignants paisible. Est-ce que les enfants doivent payer le prix des revendications politiciennes que nous vivons aujourd'hui? Non, Rosalie, non. Non, on a vécu des choses Nozo, comme on l'appelle globalement. Rosalie, c'est pas facile à rentrer, même dans des zones paisibles comme Yaoundé, comme Douala et autres. Combien de fois une zone de guerre qui a duré 8 ans? C'est un problème sécuritaire, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de vie des enfants. Nous avons vu les gens aller décharger leurs chargeurs sur les petits-enfants. Nous avons vu des crimes atroces sur des enseignants, des enlèvements de fonctionnaires. Donc c'est un problème sécuritaire, c'est de ça qu'il s'agit. On peut déverser tout l'argent possible là-bas, on peut fournir tout aux parents. Les parents seront toujours sceptiques. Cette peur-là est en eux. Est-ce que l'enfant que je laisse aller à l'école, vous avez vu des enfants aller en civil, traverser toute une vie, c'est peut-être à l'intérieur de l'établissement qu'ils s'habillent, de peur qu'ils ne soient suivis. Donc c'est un problème du rétablissement de la sécurité qui peut garantir, n'est-ce pas, donner confiance à cette population de pouvoir vaquer comme ça à leurs occupations, surtout à l'école, l'école qui est l'essentiel pour les enfants. C'est pour ça, moi, je me suis toujours posé la question, ces gens-là qui disent défendre une population qui veut une indépendance, si aujourd'hui on déclare que bon, vous avez votre indépendance, avec quelle population, avec qui ils vont bâtir cette nation, je ne sais pas, imaginaire qu'ils ont dans leur tête, quand vous contribuez à détruire la jeunesse, détruire l'école. Donc moi, je me pose la question, vous, vos enfants sont où? Vos enfants sont dans des grands pays. Ils sont d'autres même peut-être ici à Yaoundé, Douala, partout, dans des grands collèges. Donc, c'est un problème sécuritaire, c'est difficile pour cette population. Vraiment, je me pensais, chaque fois que je vois la rentrée comme ça, ou une période de fête, de joie, où ces enfants ne peuvent pas. Donc moi, je me dis quelque part, c'est encore beaucoup plus, n'est-ce pas, non, à l'État, de chercher une solution définitive à ce problème crise qui n'a que duré. C'est une crise qui a duré aujourd'hui, nous allons déjà après 9 ans déjà. Fatoumata Mimché, comment on gère cette autre tension, cette épée de Damoclès qui pèse une fois de plus sur la rentrée scolaire dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun? Madame Gessele, vous savez, chaque fois depuis 2016, pratiquement depuis que cette crise a commencé, à chaque rentrée, il y a comme l'épouvantail de ces, moi je les appelle des bandits des grands chemins, qui disent interdit aux enfants de se rendre à l'école, qui annoncent des ghost towns. Et c'est désolant quand on sait que ceux-là qui sont à l'origine de ce que nous appelons aujourd'hui la crise anglophone, mais qui est une crise meurtrière dans le nord-ouest et le sud-ouest, ont leurs enfants bien au chaud. J'ai vu la photo, il y a notre Ayaba, quelque chose comme ça, qui fêtait les diplômes de son enfant dans Facebook. Il paradait. Alors que dans les zones où ils ont mis le feu, ils estiment que les enfants ne doivent pas aller à l'école. Et Hugo le disait, moi je vais le paraphraser comme ça, Victor Hugo disait qu'une école qu'on ouvre, c'est une prison que l'on ferme. Lorsqu'on décide de ne pas envoyer les enfants à l'école, lorsque des gens qui pour autant ne sont pas allés à l'école, parce que lorsque nous parlons de cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous perdons de vue quelque chose. Il y a eu des évasions des prisons, dans des prisons.
il y a eu des évasions dans des cellules. Vous pensez que ces gens-là sont où? Ces bandits-là n'ont pas changé. Ils se sont reconvertis en dictateurs des lois. Ce sont eux qui dictent les lois dans ces régions-là. Et à partir du moment où ces grands bandits prennent la main et interdisent aux enfants, et ils ont quelle formation? Et si cela a été possible, c'est parce que certaines personnes ont estimé que pour leur bien à eux, parce qu'ils se voyaient tous présidents dans cet état virtuel, comme disait M. Ibrahim, ils ont mis les enfants à la rue. Et c'est bien désolant parce que nous avons participé à une conférence lorsque le haut-commissaire des droits de l'homme était ici au Cameroun. Il a été question de la crise dans le nord aussi, le sud-ouest. Il a fortement indiqué que ce qui empêche, le fait d'empêcher aux enfants d'aller à l'école, c'est une violation grave des droits de l'homme. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des hommes politiques qui trouvent encore le moyen de justifier ces atrocités-là. Parce que lorsqu'on ne forme pas un enfant qu'on forme est un homme qu'on gagne. Si on ne le forme pas, c'est un homme qu'on perd. Qu'est-ce que les hommes politiques, dit-on, parfois ils disent qu'ils sont révolutionnaires, ils vont faire changer les autres. Comment est-ce que vous allez changer les choses? C'est pour cette raison que nous disons que chaque fois qu'il y a la possibilité de donner une chance à la paix, il faut le faire parce que c'est facile de déclencher la guerre. Lorsque vous l'avez déclenché, là où il faut chercher le bouton stop ou pause, vous ne le trouvez plus. Donc il faut toujours donner une chance à la paix. Et pour ces enfants, nous avons mal au cœur. Il est bien vrai, ils vont aller à l'école. Ils vont aller à l'école. Mais à quel prix? Sous le coup de la peur, sous la psychose, il faut bien que cela cesse. Non. Apôtre Charlemagne Adam, votre regard sur la situation dans le Nozo? Il faut d'abord dire à Madame du RDPC que le terme bandit ne sied pas. Parce qu'ils ont toujours là d'essayer de changer le débat. Ils ont toujours là de vouloir distraire les Camerounais. On n'a pas affaire aux bandits de ce côté-là. On a affaire aux gens bien intelligents qui ont posé des problèmes politiques dont vous avez été incapable pendant 8 ans à apporter des réponses. Aujourd'hui, vous continuez toujours dans le dilatoire. Ça ne va pas donner. Parce que quand on essaye de regarder un peu ce qui se passe au Nozo, si j'étais là-bas, je n'enverrai pas mes enfants à l'école. Moi, je le dis comme ça. Pour envoyer mes enfants à l'école, soit je me déplace avec mes enfants pour une autre région, soit je les garde à la maison avec moi. Parce que on ne peut pas affecter un gendarme ou un policier pour escorter mes enfants à l'école tous les jours. Ce sont des parents là-bas qui perdent leurs enfants tous les jours parce que les gens sont assis à Yaoundé et disent que non, on a affaire aux bandits. Les gens sont assis à Yaoundé. Voilà bientôt 8 ans. Le président Biya n'a jamais mis les pieds au Nozo. Il n'est allé ni au nord-ouest, ni au sud-ouest. Il n'est même pas allé à l'extrême nord, qui n'a pas le même problème que les 2 autres régions que je viens de citer. Nous avons nos frères qui meurent là-bas, nous avons perdu tout un général. Mais on n'a pas vu le président se déplacer pour aller dire vraiment, ici, là, vraiment, il y a beaucoup de nos jeunes là-bas qui aident l'armée à défendre, n'est-ce pas, le territoire, qui utilisent des goudins, des machettes et tout, et qu'on tue tous les jours, que les gars du Boko Haram égorgent. Mais quand vous ne voulez plus, vous ne pouvez pas apporter des solutions. Mais vous êtes là, vous parlez de bandits, de machin. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Ce problème a trop duré. Heureusement, grâce à Dieu, comme vous n'êtes pas apôtre, sachez quand même que